Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour. au podcast Les Techniciens. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de thérapie comportementale. Laurence, qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose de merveilleux. Rien de moins, OK? Tu voulais plus de détails? S'il vous plaît, oui, madame. Ouais. Donc, en fait, moi, je trouvais ça intéressant de parler de thérapie comportementale parce que ça existe, premièrement. Oui. Tu sais, genre, c'est valide. C'est méconnu. C'est méconnu. Ouais, okay. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de thérapie ou à la limite de consulter pour un problème comportemental, les gens, ils font comme, ben là, un chien chez le psychologue, ça fait pas de sens. Puis, ouais. Ils pensent qu'il faut que le chien parle. C'est ça, le mot thérapie, vraiment, entendez-le comme un soin. Il y a une situation qui est dérangeante ou qui est un réel problème, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal, puis là, il faut faire quelque chose. Il faut arriver, modifier des affaires. Puis ça s'appelle la thérapie comportementale. Oui, c'est ça. Ben, puis c'est pas qu'on va demander au chien comment ça s'est passé avec sa mère quand il était jeune. Parle-moi de ton enfance. Parle-moi de ton enfance, Donc, c'est pas une chaise sur un récamier. Donc, je pense que c'est important de parler un peu c'est quoi ça, puis pourquoi on voudrait faire de la thérapie comportementale, pourquoi c'est prescrit. Puis, dans quelle situation, mettons? Dans quelle situation, puis comment se préparer, puis comment faire en sorte que ça aille bien, en fait, parce que souvent, c'est une partie de ce qui est prescrit, puis c'est un point hyper important pour que ça aille mieux plus tard. On s'entend qu'il y a certains problèmes, maladies comportementales, qui, si tu ne fais pas de thérapie, ben, tu auras des résultats très, très moyens. Est-ce qu'on peut aussi, probablement qu'on va aborder quel genre de résultats on peut s'attendre avec la thérapie comportementale, ça prend combien de temps ou combien d'efforts pour que ça arrive? Parce que je pense que c'est un aspect très négligé aussi. Tu sais, la partie thérapie comportementale, je t'ai entendu dire psychologue, ça se compare à aller chez le psychologue humain quand nous, on a... Dans le fond, le psychologue, c'est le gars qui prescrit la thérapie ou qui l'élabore, la thérapie comportementale pour l'humain. Genre, j'ai des problèmes avec mes émotions. OK, ben tu vas faire tel exercice, mon ami, à tous les jours. Mais je pense qu'il y a plusieurs approches, puis ça sort de notre champ d'expertise. Mais tu sais, ça ressemble, je crois, à la thérapie cognitivo-comportementale, qui est basée un peu sur les mêmes bases, je crois, du côté humain et animal. Ouais, bonne comparaison. Mais je pense qu'il y a plusieurs types de thérapies pour les humains, on n'ira pas là. Non, mais bref, je pense que c'était important d'en parler. Puis je pense que pour ça, déjà, pour savoir pourquoi on ferait de la thérapie, je pense qu'il faut passer aussi par la maladie mentale un petit peu, aborder tout petit peu que ça existe. Donc, Francis, as-tu déjà vu des chiens ou des chats avec des maladies mentales? Ben, comme peut-être nos auditeurs le savent déjà, s'ils nous connaissent un petit peu, toi et moi, on a travaillé au département de médecine du comportement, au DMV, pendant quelques années. En fait, j'ai été ton successeur. C'est toi la première. Successeur? Oui, mon successeur. Comme on est. Oui, prends ma place, je m'en vais au biodon. Fait que, on traite juste ça des patients qui ont des maladies mentales. En fait, la vétérinaire qui est spécialiste en médecine du comportement, qui est comme l'équivalent de psychiatre, elle reçoit les patients, elle fait une consultation, elle les évalue, puis elle pose son diagnostic. Ton comportement, il est normal, donc tu ne souffres pas d'un trouble du comportement, d'un trouble du cerveau, ou il y a des indices que tu as des symptômes, ton comportement il est anormal pour XX raisons, il y a plusieurs données comportementales qu'il faut prélever, plusieurs informations qu'il faut prélever. Puis là, c'est avec ces connaissances qu'il est capable de dire, bon, ben, je vais catégoriser ensuite ces symptômes-là, un peu comme n'importe quelle autre maladie, du genre, si l'oreille a pu, est rouge, je prélève quelque chose dans l'oreille, puis il y a beaucoup de bactéries dedans, ben, ça, c'est les symptômes, les indices qui me disent, c'est une otite. Puis au microscope, je sais que c'est des champignons, fait que c'est une otite à levure spécifiquement. Ben, c'est un peu la même affaire que la vétérinaire a fait. Elle collecte les données. Ben, en fait, moi, c'est ça. Moi, on l'aidait à collecter les données parce que c'est un job en tant que technicien. On va dire que ça ne prenait pas 5 minutes. Hein? Ça ne se fait pas 5 minutes au téléphone ou sur le coin d'une table. C'était quand même une bonne heure. Facile. Une heure. Puis on débordait souvent. Toi? Moi? Jamais. Ça de même. Fait qu'une fois qu'elle a collecté toutes ces infos, elle est capable ensuite de catégoriser un peu la pathologie. Okay? Fait que c'est de l'anxiété, par exemple, ou quelque chose dans le spectre de l'anxiété, de l'hyperréactivité. Puis j'aimerais vraiment dire aussi, on s'entend que les diagnostics au niveau de la maladie mentale chez les animaux,
c'est pas encore, on n'est pas rendu comme chez les humains, là. On n'est pas encore capable de savoir, justement, la joke de tantôt, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Combien de fois t'entends petit chien dans ta tête? On diagnostique pas de la schizophrénie, là. On va pas jusque-là parce que, justement, c'est tellement compliqué, juste les maladies, la santé mentale chez les humains, que ça vient avec plein de critères, puis il faut que la personne exprime beaucoup, soit des émotions, soit des ressentis. Puis c'est là tout de suite, bam, la limite qu'on a avec les animaux, on n'est pas capable d'aller chercher ça. Fait qu'il faut vraiment juste baser sur les symptômes, comme on se baserait sur les échantillons d'oreilles dans les oreilles pour vous Nous, on disait souvent que c'était une maladie d'exclusion. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes par éliminer les autres causes possibles avant de conclure que c'est ça. Et moi, on m'avait déjà dit que dans le temps, la maladie de Crohn, là, c'était une maladie comme psychiatrique, là, parce qu'ils n'avaient pas trouvé que c'était un trouble là, du système digestif. Fait que tu imagines ces gens-là qui ont été traités comme s'il y avait une maladie mentale, puis quand c'était très... Pas que c'est pas physique la maladie mentale, mais que c'était gastro-intestinal, en fait, leur problème. Donc, il y a quand même tout un protocole que les vétérinaires spécialistes ou les vétérinaires qui font de la médecine comportementale vont faire pour détecter, pour classifier la maladie mentale. Puis c'est dur, c'est vraiment un champ de la médecine qui est très nuancé, très zone de gris. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. C'est très... on regarde, on prend, on suppose, on essaie de catégoriser, mais on le fait vraiment avec beaucoup de prudence, beaucoup de rigueur pour ensuite faire, OK, bon, ton animal, bon, il présente des signes d'anxiété, il souffre d'anxiété, puis là, on va voir quelle approche on choisit. Fait que, et on va évaluer comment ça marche aussi. Fait que ça, c'est pour ce qui est... Fait, oui, il y a des chiens, puis il y a des chats qui... Puis plein d'espèces, mais c'est ceux-là qu'on voyait à notre département, en tout cas. Moi, ce qu'on disait dans le temps, là, François, c'est notre cerveau n'est pas parfait. Fait qu'il n'y a aucune raison que le cerveau des animaux soit parfait et qu'il ne souffre pas de pathologies similaires. C'est un organe comme le foie, la rate, les poumons. Donc, c'est un autre organe, le cerveau. Il peut avoir des mauvais fonctionnements ou... Exact. Il peut avoir des défauts ou souffrir de maladies. Pancréas, ça étend de produire de l'insuline, t'es diabétique, ben ton cerveau, ça tente d'être pas bon à capturer la sérotonine ou à en produire, ben tu vas être anxieux. C'est ça. Fait que voilà, fait que ça existe. Puis maintenant que ça existe, au niveau de la science, de la médecine vétérinaire, il y a des moyens de la dépister. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de tabous. Hein? Les gens ils ont des croyances là-dedans qui font que des fois... je veux dire, le tabou, il est chez les humains aussi. Hein? Mais je pense qu'on s'en vient bien, moi, chez les humains, je trouve. Tu sais, que de plus en plus, on essaie de se montrer ouvert. Là, dès que tu dis « mon chien a une maladie mentale », là, c'est comme « oui, non! Oui, non! » Puis, tu sais, la croyance qu'on a entendue vraiment souvent, le problème est au bout de la laisse, à l'autre bout de la laisse. Puis oui, puis non. Tu sais, quand tu parles de maladie mentale, c'est pas ça. Là. Souvent, c'est comme, je ne veux pas dire héréditaire, mais génétique. Tu sais, c'est dans le patrimoine, la sensibilité de l'animal. C'est à l'intérieur de lui, deux animaux totalement pareils pourraient subir la même situation stressante, puis il y en a un qui ne va jamais s'en relever, puis qui va avoir une maladie mentale, puis l'autre non. Tu sais. Ben, rendu là, chez les humains, moi, j'avais une amie médecin qui me donnait tout le temps l'exemple du trauma, un peu du PTSD, là, le trouble de syndrome post-traumatique. Fait que, comment expliquer que deux humains s'en vont en guerre, vivent les mêmes affaires comme pas de bon sens, terrible, vraiment, ils voient les horreurs les plus épouvantables de leur monde, puis il y en a un qui revient, il va super fonctionnel, il va super bien, il dort sur des oreilles, puis l'autre, trouble, syndrome post-traumatique. Ben, c'est l'aspect justement que tu viens d'expliquer. C'est hyper complexe. Il n'y a pas juste la génétique. Il y a l'éducation, ce que tu as vécu, l'environnement, il y a ton histoire. La résilience. Il y a plein de choses, mais je pense que qu'est-ce que tu dis, ça met en lumière qu'il ne faut pas chercher la cause. Ça, souvent, il faut vraiment résister très fort là, parce que en tant que petit être humain, on veut savoir pourquoi. C'est de la faute à qui? Pour sortir du Freud, là, du genre, OK, c'est quoi ton truc refoulé là, qui explique tout ça? Là? Fait que, tu sais, souvent, moi, ce que j'entendais, c'est « Ah, il a dû être battu, tu sais, moi, je l'ai adopté, il a dû être battu avant. » Possiblement que non. Peut-être que oui. C'est pas grave. Tu pourras jamais le prouver. Tu pourras jamais agir sur quelque chose qui est passé. C'est fait. Donc, ça change rien au traitement.
On perdrait vraiment beaucoup de temps et d'énergie à essayer de réfléchir puis d'expliquer les choses quand, tu sais, mettons, on prend un exemple concret. Fait que un petit chihuahua, un chihuahua, qui a peur des hommes. Fait que quand il y a des hommes qui approchent, là, il se met à grogner, à japper, puis il peut même les mordre s'ils sont trop proches. Fait que là, c'est facile de dire, ah ben, il a peur des hommes, il a dû se faire battre par des hommes quand il était petit, tu sais, par un homme quand il était petit. Mais d'un autre côté, hein, moins pis. Qu'est-ce que ça change si je veux l'aider, si je veux l'amener à autre chose, à ne plus avoir peur des hommes, c'est notre but probablement à la moi, personne je pense que ça alimente un peu le tabou autour de la maladie mentale, de chercher des causes comme ça. C'est pas... il n'y a rien à apprendre de ça, souvent, plus souvent qu'autrement. C'est pas à cause que quelque chose, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pourquoi lui, il a le diabète. Des fois, c'est pas à cause que tu as mangé du sucre. Il ne faut pas comme blâmer quelque chose. Tu l'as maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement. Fait que, puis peut-être chez les humains qu'on a tendance, parce que quand on aime comprendre, hein, on aime être capable d'expliquer les choses. Fait qu'on passe beaucoup de temps là-dessus, mais dans cet aspect-là de la médecine, ça ne servira à rien d'aller là. Parce que ça va être tout le temps des hypothèses, parce que la seule et unique individu qui peut nous confirmer tout ce qu'on pense, c'est l'animal, puis il ne peut pas nous le dire. C'est pas ça même. Il faut juste accepter qu'on va rester dans l'ignorance par rapport à ça. En fait, je pense que c'est important qu'on parle de ce que c'est la maladie mentale un petit peu parce que ça nous permet de comprendre à quoi ça sert, par exemple, après de faire de la thérapie, parce que souvent en médecine comportementale, s'il y a un diagnostic d'émis, le vétérinaire ou le vétérinaire spécialiste décide qu'il y a une prescription de médication pour, entre autres, faire baisser le seuil d'anxiété, par exemple, de l'animal à un niveau qu'il n'est pas tout le temps en train de penser qu'il y a une bombe de l'autre côté de sa porte. Là. Bien, après ça, il faut quand même lui apprendre des nouveaux comportements parce que cet animal-là, s'il a réagi pendant 5 ans parce qu'il pensait qu'il y avait une bombe de l'autre bord de sa porte, bien, c'est pas juste la médication qui fait baisser son stress qui va lui montrer à réagir autrement. Donc, c'est vraiment pour faire un nouveau... Il ne sait pas quoi faire d'autre, fait qu'il va faire ce qu'il sait. Exactement. Puis dans son cerveau, le lien, la neurone paniquée, là, est vraiment très, très efficace à conduire son influx nerveux. C'est le chemin le plus confortable à prendre. Donc, il a été rodé, mettons. C'est ça, il est rodé, c'est pavé, là, ça glisse. Pour qu'il trouve un autre pathway, un autre chemin dans son cerveau, il va vraiment falloir lui montrer, tu sais. Ouais, j'aime l'analogie de la forêt pour ça, où est-ce qu'on défriche un sentier. Fait que plus on emprunte un chemin dans la forêt, on doit au début défricher, mais nos pas, à force de marcher là, ça va taper le sol, puis il va y avoir de moins en moins de végétaux qui vont pousser là. Fait que quand n'importe qui rentre dans cette forêt-là, il voit les possibilités. Je peux frayer un chemin à travers les branches, puis travailler super fort, quitte à me graffiner à la face avec des branches. Mais je pourrais emprunter ce chemin-là qui a beaucoup moins d'obstacles. Fait que le corps, le cerveau, il fonctionne de même. Fait que si tu as un influx nerveux qui rentre, cet influx nerveux-là va emprunter le chemin le plus facile, où le cerveau, en fait, va choisir d'emprunter le chemin le plus facile quand l'influx nerveux est traité. Fait que là, ça se traduit par « je vais faire le comportement que j'ai fait le plus souvent parce que c'est plus facile pour moi de le faire ». Puis je pense que c'est ça qui prouve un petit peu ou ça qui supporte le fait que c'est mieux de commencer. Il faut être diagnostiqué le plus tôt possible. Parce que les chiens qui ont marché sur leurs neurones pendant 7 ans, puis que là, je sais pas, il y a un nouveau conjoint dans la famille, puis il a peur des hommes, mais il n'avait pas eu à gérer des hommes pendant ce temps-là, puis là, c'est un problème, puis là, il faut s'en débarrasser. Parce qu'on n'a pas adressé en bon français très, très tôt. Puis cette neurone-là a été prise, là, mais des milliers de fois comme chemin. Donc, aller après ça dire à son cerveau, va dans le bois te faire un autre chemin quand il y a une autoroute à côté. Ça prend quand même beaucoup plus de temps puis de thérapie. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis, Laurence. Fait que dans le fond, la thérapie comportementale, ça se résume à défricher un nouveau sentier. Dans la neurologie, là, moi, je trouve que oui. Ça sert. Ouais, moi, je trouve que oui, c'est de trouver un nouveau chemin dans sa tête pour que l'animal comprenne. Tabarouette, avoir su que j'avais juste à faire tel comportement pour pas mourir, moi qui paniquais depuis des années, tu sais. Parce que c'est ça qu'ils se font comme conclusion, là, comme une chance j'ai paniqué, ça a fait que je suis pas mort. Quand le monsieur dont j'avais peur est approché, puis là, j'ai jappé, puis j'ai fait toute la patente parce que, mon Dieu, je me gérais pas, mais j'ai survécu. Wow. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la thérapie comportementale,
elle est là pour modifier des comportements qui sont dérangeants, qui sont problématiques pour les gens, mais des fois pour l'animal, justement quand on parle de maladie mentale. Mais quand l'animal ne souffre pas de maladie mentale, c'est quand même très pertinent, là, la thérapie comportementale. Moi, je pense juste, par exemple, à, je sais pas moi, des chats qui essaient de cohabiter ensemble. Puis là, c'est un nouveau chat qui rentre dans la maison, puis ils se méfient l'un de l'autre, disons. Fait qu'ils se tapent dessus quand ils se voient, ils se grognent après, ils se crachent après. Si tu les laisses aller, il y en a une gang qui vont s'adapter tout seul, mais il y a une gang qui ça va rester de même. Fait que s'ils empruntent constamment leur chemin de quand je vois l'autre, je le tape, ben ça peut devenir un problème. Puis on ne parle pas nécessairement de maladie mentale dans ces cas-là. Non, mais les outils sont les mêmes. Les outils qu'on utilise en thérapie comportementale ou en modification comportementale pour quelque chose qui est dérangeant ou qui n'est pas nécessairement une maladie, mais que clairement, il va falloir faire quelque chose parce que cet animal-là a une sensibilité ou il y a une préférence ou quelque chose de même. C'est les mêmes outils, là, donc ça peut servir. Puis ça, on en parlait tantôt, mais moi, ce que je trouve vraiment important de dire, c'est qu'il ne faut pas se lancer non plus en thérapie ou en modification comportementale puis mettre une tonne d'énergie là-dedans sans avoir consulté un professionnel de la santé animale. Oui. Parce qu'on est peut-être en train d'essayer d'entraîner quelque chose sur un animal qui est malade, qui a peut-être, je ne sais pas moi, l'hypothyroïdie ou puis c'est pour ça que, tu sais, des trucs que pourquoi il fait pipi dans la litière ou à côté de la litière, puis essayer d'entraîner plein de choses, mettre plein d'argent, d'énergie, de temps. Puis là, finalement, repousser le diagnostic de cet animal-là vraiment loin. Puis là, après ça, en consultation, il va se faire dire, bien, ça va prendre quelques mois avant qu'on trouve une bonne molécule, la bonne dose, cette personne-là va être découragée. Donc, tu sais, le plus tôt on est capable d'avoir un diagnostic, si diagnostic il y a, après ça, on commence la thérapie parce que vraiment, je l'ai vu vraiment souvent, moi, des gens, « Ah, mais je les ai faites, les exercices que vous me disiez. Oui, tu les as fait depuis 2 ans, mais il n'y avait pas de drogue dans son cerveau, fait que ça ne rentrait pas. » Tu sais, quand on disait, quand il y a du stress dans son cerveau, il n'est pas capable d'analyser la même chose, de travailler dans le beurre. Tu sais, j'avais comme exemple un chien l'autre jour qui avait des gros problèmes de peau, tu sais, nature allergique, là, qu'il se gratte tout le temps, il se gratte tellement que ça en arrache son poil, qu'il y a des blessures sur sa peau. Puis, on s'entend, quand t'es pas bien dans ta peau, hein, ben, t'es à fleur de peau. Fait que t'es impatient. Fait que ce chien-là, écoute, c'était un chien que touche-moi pas, si, je vais te mordre, je vais te japper après, puis là, c'était pas dans sa tête le problème, c'était littéralement dans sa peau le problème. Fait que tant que lui, on ne résolvait pas le côté confort, sens-toi bien dans ton corps, ne ressens plus de douleur puis d'irritation, tant que cet animal-là, il n'était pas vraiment bien placé pour apprendre des nouveaux comportements, défricher un nouveau sentier. C'est comme nous autres, quand on va à l'école, il faut que tu sois en forme parce que si tu as mal à la tête, tu as tellement de la misère à écouter, à enregistrer la nouvelle information qu'on essaie de te donner. C'est pour ça que c'est important de s'assurer que l'animal qu'on veut entraîner, qu'on veut apprendre des choses, est en santé, est en capacité d'apprendre. Parce que c'est ça, au final, c'est de l'apprentissage qu'on fait. C'est juste qu'on le met dans des meilleures dispositions dans sa tête quand il y a besoin d'une certaine molécule pour dire « calme ton air. » Calme ton air. Reviens avec nous sur la réalité. Là. Si je t'enlève cette anxiété-là, maintenant, tu peux-tu apprendre? Si je t'enlève cette douleur-là, maintenant, tu peux-tu apprendre? Puis, on le sait que les animaux sont capables d'apprendre, sont brillants. Il faut juste parler un peu le même langage, fait que leur donner un certain code. Puis ça, c'est justement le conditionnement opérant, répondant qu'on connaît bien, qui est bien documenté. Puis ça, c'est toute espèce confondue, incluant les insectes, puis les poissons, puis les oiseaux, puis name it, là. Bref, fait que si on applique les techniques qui fonctionnent, qui sont bien documentées, puis au bout d'une semaine, 2 semaines, aucun changement, c'est le temps de se poser des questions sur c'est-tu moi qui fais le choix pas correct ou est-ce que c'est mon animal qui, par exemple, peut-être ne sait pas. Parce que les deux bouts de la laisse peuvent avoir un problème. Donc, il ne faut juste pas. C'est cute quand même de penser qu'on est toujours le problème. Puis je trouve ça bien, moi, qu'on ne repitche pas la faute tout le temps sur l'animal, en disant il est boqué, il veut pas, ou il est dominant, ou peu importe le mot qu'on va utiliser un peu niaiseux, mais qu'on se regarde un peu qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Mais il y a des situations que c'est l'animal. On va arrêter, là, c'est l'animal. C'est pas le point de sa faute, c'est son cerveau, son corps, ou
C'est pas Pas qu'il veut comme pas. lui, volontairement, il était dessus, le petit coquin. Non. Hein. C'est pas qu'il veut pas, tu sais. Fait que, sachant ça, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand on a un animal qui est diagnostiqué puis là, qui est mis sous médication, par exemple, pour un problème X, qu'est-ce qu'on fait après, tu sais? Puis la première chose, là, ça, c'est quelque chose, un conseil qui, ça prend 2 secondes de donner au téléphone, là. Parce que vraiment, la seule chose qu'on peut donner au téléphone comme information, c'est la gestion environnementale. Parle-moi-en. C'est quoi ça, la gestion de l'environnement? Il faut éviter tout contact avec les déclencheurs. Pourquoi? Même affaire, comme dans la forêt. Tu veux pas qu'il remarche sur ce neurone-là. Donc, il jappe après les chiens qu'il voit passer à travers la fenêtre. Je veux plus qu'il ait accès à la fenêtre. Je veux plus qu'il voit dehors. Le temps qu'il apprenne, le temps qu'on ait défriché l'autre sentier. Exactement, parce qu'à chaque fois qu'il va voir le chien et qu'il va japper à la fenêtre, il va repasser sur son chemin. Il va juste le solidifier encore de plus en plus. Fait que le robot lui apprendre quelque chose en parallèle. Essayer de convaincre son cerveau que ce nouveau sentier qu'on est en train d'effricher, il est meilleur, ça va être difficile. Bien, statistiquement, ça ne l'est pas encore. Si ça fait 6 ans qu'il marche sur son sentier de réagir, l'autre sentier de ne pas réagir, de faire un comportement alternatif, ça va être long avant que ça soit le chemin préféré. Tu sais. Fait que c'est de la grosse prévention qu'il faut faire. Moi, je trouve ça intéressant parce que chez les chats, la plupart des problèmes qui sont présentés par les gens, à la base, c'est des problèmes qui sont liés à l'environnement. C'est-à-dire, le chat, il détruit le mobilier avec ses griffes, il urine en dehors du bac à litière, fait que ça tue plancher. Fait que c'est pas tant d'apprendre à l'animal à se comporter d'une certaine manière, c'est de regarde, s'il ne va pas dans la litière, c'est parce qu'il y a de quoi qui dérange au niveau de la litière. Ça, c'est, encore une fois, on a validé qu'il est en santé, bien entendu, parce qu'il peut-être qu'il pisse du sang, ce chat-là. Fait que, bref, tu lui offres. Ça prend juste toi puis moi puis rire de l'expression. C'est ça. Mais mettons qu'il faisait pipi du sang, puis là, il est réglé. Mais là, ça continue. Fait que là, il faudrait, lui, aménager son environnement comme il faut. Fait que ça en est de la gestion environnementale, mais c'est comme la solution unique dans ce cas-ci comme possibilité. Mais dans le cas de plusieurs comportements qui sont en présence de l'humain, genre justement, si personne n'est là pour entendre le chien aboyer, est-ce un problème? Non. Mais si on est là et on ne peut pas entendre l'aboiement, là, c'est un problème. Fait que là, la gestion de l'environnement, elle est prioritaire. Il faut juste s'arranger que le chien n'ait pas l'occasion d'aboyer. Puis ça, c'est la première étape, tu sais. Puis là, on dit aboyer, puis on sait là, qu'aboyer, c'est comme une communication d'un état émotionnel, là, mais on ne veut pas comme encourager cet état de réaction, tu sais. Donc, on ne veut pas qu'il repasse sur « Oh mon Dieu, la solution à tous mes problèmes pour survivre, c'est réagir comme un fou. » C'est ça, le but de faire ça, c'est pas de l'empêcher de s'exprimer ou de l'empêcher de faire quelque chose de pas correct. C'est juste, on ne veut pas qu'il répète le comportement pour que neurologiquement, ça s'entretienne. On veut le mettre dans une notre but, c'est de le modifier. Ouais. C'est ça. On veut juste que ça n'arrive pas trop. Gestion, moi, je pense à fermer la vue aux fenêtres, arrêter que les gens qui viennent à la maison sonnent, cognent. Pour les chiens, quand il y a de la visite, là, tout de suite, genre, ils sautent sur le monde, ils sautent sur la porte où ils vont aboyer. Oui, ou la sonnette, ça les fait comme capoter, là. Donc, arrêtez de sonner, arrêtez de cogner. Ils ont tous des téléphones. Texte-moi quand t'arrives. Moi, j'ai vu des mondes, ils mettaient juste des pancartes, je pense, soit à côté de leur boîte à mal ou directement sur la porte. Chien en entraînement, ne cognez pas, appelez-moi, numéro de téléphone. Tu sais. Exact. Ça, puis avoir des biscuits à la limite dans l'entrée, tu sais, des fois, moi quand je parlais aux clients, j'étais comme, moi, c'est comme les prises électriques. Je veux qu'il y ait des biscuits aux 4 pieds, OK? Je veux que partout dans ta maison, tu sois capable d'étendre le bras puis d'être capable de prendre des biscuits pour changer l'émotion de ton animal. Fait que, tu sais, de disposer des treats un petit peu partout. Pour pas être pris au dépourvu, jamais, là. Pour pas que tu aies l'excuse de genre, non, j'ai rien. Je ne veux pas... de ne pas aller prendre des marches à 8 heures le soir, à l'heure des chiens, comme on appelle. Tu sais, s'il a peur des chiens. C'est pas 4h30, 5h, ça, d'habitude. Alors, les gens reviennent de travailler, on sort le chien, là, tout le monde est dans le avec leur chien. C'est ça, ben c'est pas le bon moment pour aller prendre ta marche avec ton chien qui a peur des chiens. Tu sais. C'est ça. C'est vraiment des choses qu'on peut faire tout de suite pour éviter les déclencheurs. Je pense que, tu sais, les chats, on pourrait même penser à, quand vous y parlez, puis là, oh mon Dieu, il y a une litière, il y a 3 chats, ben de dire, ben maintenant, t'achètes tant de litières autres, puis tu les places ailleurs.
Ouais, pour les chats, écoute, il y a ça, c'est super. Les chats qui réagissent quand tu vois des chats errants ou des chats par la fenêtre, eux autres, on occulte à hauteur de yeux de chat, on va mettre du petit givrage, de bas de vitre, juste dans les vitres qui mènent au jardin ou qui mènent là où les chats circulent. Puis déjà là, ça va super aider. Si c'est des chats qui se tapent dessus, la prévention, ça va être, on les sépare, on va les garder séparés. On veut pas qu'ils se blessent, on veut pas. Tu sais, il y a ce risque-là aussi, parce que des chicanes, bon, on sait que c'est pas le fun pour personne, mais il y a des risques de blessures dans certaines situations. Fait que on met un mur, on met une porte entre les deux en tout temps jusqu'à ce qu'ils aient appris autre chose. Ils aient appris que ton partner caramel, il est pas si pire finalement, parce qu'à chaque fois que tu le vois, tu as 20$ qui tombent du ciel, tu sais, en biscuit de Caramel. choix. Mais Caramel. oui, puis c'est qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, je trouve, avec la gestion comportementale? De l'environnement, tu parles? Oui, ben, la gestion environnementale, Oui. ça, là, je pense que c'est la chose la plus facile. Ouais. C'est la plus facile. Fait que ça serait fou de s'en passer puis faire comme « Ah, mais là, j'aimerais ça qu'il voit dehors. » Non, tu veux pas qu'il voit dehors. Parce que ça va te prendre encore plus de thérapie puis d'efforts à toi pour en sortir après ça. Puis la gestion environnementale, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que il y a votre animal quand vous êtes là puis que vous êtes capable d'intervenir. Puis il y a votre animal quand vous n'êtes pas là et que vous ne pouvez pas intervenir sur ses réactions. Donc, tu sais, les chiens qui voient passer des gens, encore là, ça arrive quand que, vous êtes au travail. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Donc, la seule façon que ça n'arrive pas quand vous n'êtes pas là pour le gérer, c'est qu'il n'y ait pas accès. C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire oui, quand je suis dans la maison, si je le vois aller vers la fenêtre, je l'appelle, il vient me voir, il est super fin. Là, tu pars. Ben, c'est ça. Pendant que tu pars, si on mettait une petite caméra magique là, qui avait pas de batterie infinie et qui faisait juste checker le chien non-stop, peut-être on le pourrait voir aboyer pendant comme 2-3 heures consécutives avec du monde qui passe constamment. Là. Ça, puis le classique, les chiens qu'on envoie dans la cour là, faire leurs besoins, puis là, quand il est dans la cour, mais là, il se met à japper après tout ce qui bouge. Il ne faudrait pas qu'il est dans la cour tout seul. Il faudrait que tu sors en laisse avec lui, on fait les petits pipis, puis on rentre avec lui. Parce que sinon, en fait, moi, ce que j'expliquais aux clients, c'est vous travaillez contre vous-même. On fait un pas dans l'avant, un pas par en arrière. Un pas par en avant, un pas par en arrière. Fait que, on fait du mieux qu'on peut, là, ça c'est clair, mais la gestion environnementale, c'est la chose la plus simple. Quand on parle de conditionnement ou de désensibilisation, après ça, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend, tu sais... Ça, c'est un investissement pas pire de temps et d'énergie. C'est pour ça que moi, je commence pas par là. Fait que gestion environnementale, première étape la plus facile de la thérapie comportementale, elle est pratiquement toujours présente. Quand on est en résolution de problèmes, c'est parce que l'animal, il y a des comportements sur une base relativement régulière là, qui sont dérangeants ou qui sont comme préjudiciables à lui-même, du genre on a parlé juste des comportements, mettons, d'aboiement, puis de. Tu sais, si le problème de comportement, c'est j'essaie de me mordre la queue ou j'essaie de me téter, on s'entend, il y a fort probablement médical derrière tout ça, là, c'est pas normal, mais ça se tient quand même. Parce que le temps que ça guérisse, c'est le temps que, ben on va te mettre quelque chose qui t'empêche de te téter la queue, t'empêche de te causer plus de dommages. Qui va amener plus de douleur, puis qui va amener plus de... Tu sais, c'est un oui, pourquoi tu te têtes? Parce que ça fait mal, puis là, tu le têtes, ça fait plus mal, donc tu le retêtes, puis si on y met un bel abat-jour, un colis élisabétain pour l'empêcher de le faire, le temps que ça guérisse, ça peut aider. C'est de la gestion d'environnement à une certaine angle. Fait que c'est un peu la même chose. On prévient qu'il y ait des bobos se prolongent, perdurent dans le temps, mais au niveau du comportement. Puis tu sais, en une phrase, là, c'est éviter les déclencheurs. Puis souvent, il y a des déclencheurs connus. Genre, tu marches en laisse, tu sais que tel voisin, quand on passe devant, son chien est tout le temps sur le balcon, mon chien va rapper. Change ton itinéraire. Exact. Revire de bord, c'est tout. Fait que ça, c'est la première chose. Moi, l'autre chose que tu devais faire pareil, mais l'autre chose que moi, j'aimais jaser dans tout ce qui était thérapie, c'est rendre le propriétaire plus confortable à interpréter les signaux de stress de son animal. Parce que c'est vraiment ça qui va lui donner le cue à lui qu'il doit intervenir. Ouais, reconnaître les premiers signes, même avant-coureur du comportement. Exact. C'est de l'émotion comme qui n'est pas gérée. Donc, tu sais, il y a quelque chose là à s'habituer à détecter quand que, je vais y aller gros, mais quand les pupilles se dilatent.
d'y aller jusque-là, quand ils se lichent le nez, la chose que les gens ont le plus de difficulté à voir, puis que les chiens, en tout cas, se font, là, mais non-stop, quand ils sont stressés, ils se lichent un petit peu le nez. C'est subtil, mais ça veut dire quelque chose. De détecter ces signes-là, parce que moi, ce que je leur dis, c'est maintenant que tu dois intervenir avec tes outils de thérapie. C'est pas après qu'il ait réagi. C'est comme avant, quand il se pose la question, devrais-je pogner les nerfs? Tu dois... Parce que la médication, c'est ça fait diminuer, ça lui donne un instant pour réfléchir. Est-ce que ma vie est en jeu? Est-ce que je devrais comme capoter? Puis là, quand on voit ce questionnement-là chez notre aliment, de faire « ou que non », et là, d'y donner des biscuits, tu vois, ça sonnait à la porte, mais ça a goûté bon. Quelle association sympathique! Donc, oui, les signes de stress, on en parlera jamais à tout. Signes d'anxiété, signes d'inconfort. Ça n'a pas une terminologie officielle, là. Mais en tout cas, ce que c'est plus des signaux d'apaisement. Ça, je le plug ici. Oui, on peut le plugger pendant longtemps. Moi, je trouve que quand on parle de signaux d'apaisement aux gens, des fois, ils peuvent interpréter comme quoi ils essaient de m'apaiser, puis on peut percevoir ça même comme de la manipulation de l'animal vers quand ces signaux-là sont involontaires. C'est des signes de stress. C'est à même titre que quand nous, on est stressé, on fait certains Les signaux d'apaisement, en fait, c'est au tout début de l'apparition de cette notion-là des signes de stress, là, vraiment au tout début, le premier postulat, c'était moi, je pense que les chiens, en fait, ça a été spécifiquement sur les chiens. Les chiens, quand ils vont justement se lécher le bout du nez, bâiller, regarder ailleurs, détourner le regard, puis il y en a plusieurs autres, c'est que il y a une situation qui est dérangeante, qu'ils n'aiment pas, puis ils vont soit chercher à s'apaiser, soit chercher à apaiser l'autre. C'était pas clair, c'était pas défini parce que c'était juste comme d'apaisement. Puis, ça sert à ça. Fait que si tu les vois, tu sais que l'animal, il y a un conflit. Fait que, tu sais, l'essence était intéressante, puis ça a quand même vraiment, vraiment aidé à la détection précaire de stress chez l'animal. Mais là, c'est l'intentionnalité qui était invalide parce que si l'animal faisait réellement, tu sais, je me lèche le nez dans le but que toi, tu te calmes ou je me lèche le nez pour me calmer, ben c'est étrange parce que ça veut dire que plus il se lèche le nez, plus il se calme. Pourtant, ce qu'on voit, c'est plus il se lèche le nez, plus il est stressé. Exact. Il va être stressé tant aussi longtemps que la situation persiste, pas genre tant aussi longtemps que c'est pas lécher le nez 8 fois. Tu sais, c'est pas se lécher le nez qui va le calmer, c'est sortir de la situation qui le dérange. Genre, je suis face à quelqu'un qui a une chaîne de ça. Ah, j'ai peur. Ben, je vais continuer à trembler, à shaker et à crier tant que le gars qui la chaîne ça est là, pas parce que je me suis passé la petite couette en arrière de l'oreille. Puis je fais comme, je me suis calmé maintenant. J'ai joué dans mes cheveux, puis je me suis calmé. J'ai joué dans mes cheveux, j'ai grongé mes ongles nerveusement, puis là, maintenant, je suis calme. Mais ça, puis de l'autre côté, j'ai l'impression que dans plusieurs contextes, mettons, on a un animal qui réagit là, parce qu'il est en terreur, il part à japper, puis il a super peur, puis là, qu'on se fâche, puis qu'on essaie de le punir, puis de le contrôler, puis là, il se met à se licher le nez. Puis là, c'est facile de commencer dans notre cerveau de dire « Ah, c'est parce qu'il veut pas que je me fâche, parce qu'il se sent coupable ou parce qu'il essaie de me manipuler. » Ça enlève ça, c'est un signal de stress, c'est involontaire. Exact. Puis ça contredirait aussi toutes les formes de communication de l'animal parce que présentement, on dit le chat, le chien sont pas ferrés en communication. Là. Ils vont pas envoyer des messages très clairs aux autres animaux. Puis c'est plus de l'interprétation du genre j'ai peur ou je suis de bonne humeur. Mettons, je suis de bonne humeur, je bouge la queue, ben de manière universelle, comme un autre chien qui verrait un autre chien bouger de la queue, il ferait comme il est peut-être content. Il serait capable de décoder quelque chose, mais c'est plus de la lecture que de la lecture. C'est pas genre je base ma queue pour que tu comprennes que je suis de bonne humeur. Au même titre que la personne, l'humain qui pleure pas pour dire je veux que tout le monde comprenne que je suis triste. Non, tu pleures parce que tu ressens de la tristesse, puis tu auras beau essayer de contrôler tes sanglots, tu vas juste avoir l'air plus cave. On n'a pas l'air cave, OK, quand on essaie. On n'a pas l'air cave, il faut exprimer nos émotions, c'est important. Mais fait que c'est ça. Puis signaux d'apaisement, je pense que j'avais entendu aussi un autre bull que de là, si l'humain, nous, on se léchait le nez, on se laissait le chest ou on bâillait, on calmerait le chien, c'est ça, il comprendrait que tout va bien. Puis, c'est farfetch un petit peu. C'est farfetch, puis non seulement ça, c'est tiré par les cheveux, mais non seulement ça, on sait déjà que les chats et les chiens sont capables de reconnaître comme nos humeurs aux humains avec assez beaucoup d'acuité,
Genre, on leur avait foutu des portraits robots dans certains travaux de recherche, puis des portraits robots d'humains avec des gros sourires ou des faces fâchées, puis les animaux étaient capables de discriminer les expressions faciales. T'sais, on n'a pas besoin de se lécher le nez pour qu'ils comprennent qu'on est calme, on a juste à avoir l'air calme en tant qu'humain, puis ils vont remarquer qu'on est calme, c'est tout. Voilà, fait que ça, c'était le petit clin d'œil. Remarquons, c'est quoi les signes de stress, pas signaux d'apaisement, puis ça nous permet de voir quand l'animal, déjà, fait comme « Ah, je commence à pas être bien ». Et si rien ne se passe, si rien ne change, je vais faire mon comportement qui te dérange. Fait qu'en gestion d'environnement, on voudrait prévenir ça. Fait que si tu vois les premiers signes, tu peux agir, tu peux prendre des bonnes décisions, des meilleures décisions. Il y a des interrupteurs positifs. En fait, ce qu'on dit, c'est que l'animal qui a un trouble comme ça n'est pas capable de prendre la bonne décision. Donc, dès qu'on voit les premiers signes de stress, il faut lui donner la bonne décision à faire. Il faut l'amener à réussir sa décision parce que c'est comme s'il est en panique. Quand on est en panique, on prend des décisions de boîte, comme dans les films d'horreur. Tu sais, quand il y a un méchant, il y a toujours une doudoune qui monte en haut. Ce n'est pas une bonne décision. Ça ne peut pas être une bonne décision qu'elle prend. Donc, c'est la même chose quand notre animal s'en va pour paniquer. Il ne va pas prendre la bonne décision. C'est à nous de lui donner et de l'aider à le faire. Ce qui nous amène à la thérapie. Oui, fait que là, comment tu apprends à prendre la bonne décision? Écoute, moi, je trouve que souvent, on a peur de ça parce qu'on a l'impression que c'est super complexe. Mais les choses qu'on entraîne en thérapie là, sont hyper de base. Par exemple, quoi? Un assis. Un assis. Bouge pas. Un pas assis, c'est magnifique. Un assis, c'est une position physiologique très calme. Oui. Je ne sais pas, Francis, tu as déjà eu une conversation avec quelqu'un au téléphone un petit peu mouvementé, puis là, à faire les 100 pas, genre... Toujours! En fait, j'appelle ma grand-mère, puis je commence à bouger autour des lilos, là. Oui. Allô, grand-mère, comment ça va? Moi, il faut que je parle. Pendant que je parle au téléphone, il faut que je Toi, tu as un mauvais exemple, tu bouges tout le temps. Mais c'est comme être fâché puis être couché, ça ne marche pas. On va nécessairement s'asseoir ou se lever si on est fâché. On peut faire du ressentiment à coucher, là. Je ne dis pas que... C'est ça aux personnes qui sont insomniaques. mais être vraiment en colère, c'est pas possible de coucher, là. Ben parce qu'on est musculairement tendu aussi, fait que c'est pas confortable. Exact. Fait que d'être debout, c'est beaucoup plus intense, mettons, que d'être assis. Fait que si on montre à l'animal à s'asseoir, déjà, il y a une petite loupe. C'est un peu comme souris, tu vas être content. Tu sais, il y a comme une loupe. Ouais, ok, ouais, je te suis. Il y a une loupe là-dedans. Je ne passerai pas toute la thérapie sur la position physiologique calme, là, mais ça aide. C'est ça mon point. OK. Mais ce qu'on veut faire comprendre dans l'animal, on va prendre l'exemple d'un chien, c'est vraiment dans telle situation, tu ne savais pas quoi faire, tu as paniqué. Je te dis, quand tu es assis, ça ne va pas arriver, tu ne vas pas mourir. Puis l'animal, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est avoir su que j'avais juste à m'asseoir pour ne pas mourir. Je l'aurais fait bien avant, tu sais. Bien plus facile que d'aboyer, puis d'être tendu, puis de ressentir de la panique. Exactement. Fait que de dire « Ah, OK, c'était ça le truc pour pas mourir. Ah, great! » Fait que c'est un peu à ça que ça sert le assis. Ça sert aussi à ce que l'animal communique. Oui, parce que là, tu lui donnes un outil de genre, quand tu te sens pas bien, chien, si tu t'assois, moi, je comprends quelque chose. Je veux dire, moi, d'habitude, c'est moi qui te demande assis-toi, puis tu vas avoir un biscuit, mais si toi, tu t'assois devant moi, puis tu me regardes, tu fais comme, je me suis assis, man. Je vais faire comme, ah ben oui. Il y a peut-être un trigger qu'on n'a pas vu, tu sais. Que le chien était vraiment loin, puis t'es comme, oh, tu t'es assis, hey, good job, tu sais. Tu l'aides à t'aider. Tu l'aides à l'aider. Il t'aide à l'aider. C'est fou! Exactement. Ça, puis on veut aussi utiliser le assis pour tellement de choses plaisantes. Tu t'assois, tu as le droit d'aller dehors après, tu t'assois, tu as ton repas, tu t'assois, tu as une caresse, tu t'assois, tu sais. L'animal peut généraliser ensuite si tu pratiques en plein affaire. Fait que tu sais, si tu le pratiques partout, après ça, l'animal se dit, hey, je ne sais pas quoi faire dans cette situation-là, mais écoute, assis, ça marche pour à peu près 95 autres situations. Peut-être que je pourrais essayer ça. Parce que pour moi encore, les chiens, c'est des statisticiens. Fait qu'ils font des stats. Fait qu'il faut vraiment qu'ils s'assoient pour tout puis pour rien, puis que ça soit toujours le fun et non pas des « Hey, assis! » Ouais, fâché, puis on pèse ses fesses. Ouais. C'est ça. Fait que assis, ça veut dire il n'y a rien de mal qui arrive, tout ce que tu veux, ça goûte bon, c'est le fun, personne meurt. Personne meurt. Il n'y a pas de danger. L'autre chien, il va s'en aller si tu ne bouges pas. Il va comprendre finalement. T'sais. Donc, ça, là, fait on met les choses de l'autre côté que la journée qu'on n'a pas vu un déclencheur X, et qu'ils se disent je ne sais pas comment dealer avec cette situation, je vais essayer un assis.
Ouais. D'un coup que ça marche aussi pour ça. Ouais. Là, nous, il faut être à l'écoute pour dire oh, ben là, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es assis. Ça, c'est une autre étape. C'est quand l'étape que c'est le chien qui t'envoie volontairement, il fait comme je sais qu'est-ce que tu faut que je fasse. Ouais. Là, c'est. Ça, c'est comme le niveau de Jedi. Ouais, Jedi. Mais d'habitude, le premier niveau qu'on veut atteindre, c'est juste je suis papa de chien qui jappe quand tu vois d'autres chiens. Premier niveau, c'est moi, je veux être capable de voir, OK, je vois un autre chien qui s'en vient, je vais gérer. L'autre, c'est, oh, j'ai pas vu l'autre chien, mais je vois que mon chien, il commence à se lécher le nez, genre. Puis il commence à peut-être tirer de la lisse un petit peu. Je fais comme, oh, là, je regarde, ah ben oui, tabarnouche, je n'avais pas vu le chien. Fait que première étape, ça serait chien, assis. Puis là, il s'assoit. Puis là, je donne un biscuit. Oui. Après ça, tu t'en vas. Puis là, je m'en vais. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'est pas rendu quand même à s'approcher du chien, là. C'est juste, on est rendu à quand tu le vois, hein? Moi, je vais te demander assis, puis si tu t'assois, je te donne un biscuit. Puis après, on s'en va. Ça, c'est l'erreur commune, tu sais, parce qu'on a l'impression qu'on doit soumettre notre animal à plein de situations qui le rendent inconfortable. Pour confronter, tu sais, pour qu'il s'habitue, c'est ça. Puis les chiens puis les chats qui ont des troubles, qui sont anormaux, ne s'habituent pas. Ils se sensibilisent. Ou, au pire, c'est le learn helplessness. Ils apprennent que peu importe ce qu'ils font, ça ne change rien. Ça n'a pas d'impact. Fait qu'ils sont... L'impuissance apprise, l'impuissance acquise. C'est ça, exactement. Fait que c'est pas un beau sentiment là, dans la vie, ça là. Non. Donc, le assis, bref. Le assis. Dans mon exemple, je remarque qu'il y a le comportement, mettons, les chiens, ils réagissent beaucoup à vue. Il y a puis certains contextes, les chats aussi, de te regarder. Puis regarde-moi. Regarde-moi, juste, bouge pas, fais juste tourner la tête vers moi. Puis, by the way, décroche de focusser sur l'autre. C'est un comportement pratique aussi. Regarde-moi. Ben oui, moi, tu sais, souvent on disait apprendre son nom. Pourquoi? Parce que quand on dit son nom, il va nous regarder. Ou moi, je faisais tout le temps des bruits de bouche parce que ça marche tout le temps avec les chiens. Je ne le ferai pas parce que mon chien va se réveiller. Mais le même bruit de bouche que ça fait. Puis c'est pour qu'il nous regarde, qu'il décroche de ce qu'il voyait, mais aussi, c'est un interrupteur positif. Donc, si on est en train de faire quelque chose, on fait ce bruit-là, ce qu'il a appris à faire, c'est nous regarder quand on le fait parce qu'il va être récompensé. Ben, s'il est à la fenêtre parce qu'on n'a pas écouté et qu'on n'a pas mis de givrage dans nos fenêtres, puis là, tu fais le bruit, là, il te regarde et tu vas le rappeler à toi. Puis il ne faut pas penser que les animaux vont faire des chaînes comme s'ils vont aller japper puis vous regarder. C'est vraiment pas... Non. Puis à la limite, si tu es rendu là, ben, tu es dans un beau problème. Parce que si elle est capable d'aller volontairement aboyer, genre 2 shots, wouf wouf, puis après dire, bon, je vais aller chercher mon biscuit, il n'est plus dans sa panique qu'il était au tout début, puis qu'il a déclenché les aboiements. Oui, exact. C'est un beau problème. J'aime le scénario, tu sais, dans un film où est-ce qu'il y a une scène où est-ce qu'il y a comme le méchant dans le décor, puis là, la personne, elle commence à croise du regard le méchant, puis là, il y a comme la musique s'intensifie, puis là, il y a comme un focus qui se fait, tout devient sombre. Puis là, ça fait juste comme hey, yo, Brigitte. Puis là, oui. Puis là, ça redevient, il n'y a plus de musique. Appeler Brigitte par son nom, appeler Regarde-moi, ça enlève cette panique-là que si ça avait resté, peut-être que ça aurait explosé, justement, que le chien aurait fait poil hérissé, queue bien raide, il tire en laisse. Ou le chat qui aurait crié, frappé dans le tu sais, les animaux qui partent in the zone, c'est comme s'il y avait des œillères, puis là, ils ne voyaient que le déclencheur ou la situation qui leur fait peur. Là. Fait qu'effectivement, c'est pour les sortir de in the zone ou prévenir qu'ils rentrent bien trop loin dedans. Exact. Puis c'est cool que tu parles de ça parce que moi, je m'en servais aussi comme indicateur pour dire aux vétérinaires l'interprétation que j'en faisais de la réponse au traitement, à la thérapie, aux médicaments, parce que si tu es super bien entraîné avec un interrupteur positif, puis que je ne suis pas capable de te sortir de in the zone ou te prévenir d'y aller, c'est parce que tu es encore bien trop high. Ah ouais, ben genre, c'est un bon test. Puis même le assis, genre, si dans la maison, là, peu importe je suis dans quelle pièce, si je fais, je vais t'envoyer ta petite tête, faire genre, oui, bonjour. Oui. Je sais que tu sais ce code-là, que si tu entends ton nom, tu vas venir me voir, tu vas me regarder. Si je te le demande dans cette situation-là, puis tu n'es pas capable de le faire, c'est pas parce que tu ne veux pas. Je le sais que tu le sais. Ça veut dire que
je sais que tu le sais, mais que tu es tellement pas bien. Et puis là, dans ta tête. Tu n'es plus là. Que tu es incapable de choisir, de prendre la décision de me voir ou que tu prends la décision de regarder l'autre parce que c'est plus important, c'est plus dangereux, ta vie est en jeu. Fait que ça donne beaucoup d'informations. Moi, je trouve que c'est une des questions que je posais qui donne le plus d'informations sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite. Puis, il ne faut pas quand même tomber de l'autre côté pour dire je vais tester mon animal, voir. Non. Il faut tout le temps rester d'un succès, justement, parce qu'on revient encore à si tu rempruntes le maudit sentier que tu essaies de placarder, tu essaies de dire non, rentrez pas parce que je veux que la nature repousse. Ça prend des années, hein? Tu sais, les petits sentiers, les petits raccourcis que les gens ils prennent dans les trails d'un parc naturel, là. Oui. Puis là, il faut qu'ils ferment, ils mettent des troncs d'arbres tombés. Passez pas par là, s'il vous plaît. On veut que ça reprenne. Ça prend du temps. Tout à fait. Fait qu'il ne faut pas y aller. Donc, le assis, l'interrupteur positif qui est ou bien un look, un nom, ça, c'est super facile à entraîner. Là. Pour vrai, on fait le bruit, on donne un biscuit. Vous le faites une dizaine de fois jusqu'à temps que dans les yeux de votre animal, il fasse « Mon Dieu, c'est le bruit le plus cool que j'ai jamais entendu de ma vie. » Puis ça se voit, là, on les voit faire comme « Oh, mon Dieu, c'est comme un bruit charmant. » Puis quand vous êtes rendu là, vous faites le bruit, vous attendez qu'il vous regarde, vous marquez le comportement, il me regarde, vous dites « Yes ». Donc, dès qu'il me regarde, je dis « Yes », puis je donne un biscuit. Comme ça, le cue devient le bruit de bouche, puis le comportement devient « regarder ». Et il est récompensé pour ça. Donc, après ça, on va le travailler un peu partout, dans toutes les pièces de la maison, dehors, dans la cour, en marche, un peu où est-ce qu'on va en avoir le besoin, en fait, pour l'aider à généraliser. Il va apprendre que quand j'entends ce son-là, peu importe je suis où, si je tourne ma tête vers toi, un biscuit tombe du ciel et je suis heureux. Exactement. Puis, il faut payer. Je ne sais pas si on le dit assez souvent, mais il ne faut pas être cheap. Dans ce genre de contexte-là, donnez pas 3 biscuits puis dire bah, il sait maintenant, j'arrête. Ouais. Faut pas se dire que l'animal il travaille pour tes beaux yeux. Parce que c'est pas vrai. Ils sont pas si beaux. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Hein? Ils sont pas si beaux tes yeux. Ils sont pas c'est pas motivant, c'est pas suffisant de faire genre bravo, tu as mon approbation, tu as fait la bonne chose. Le chien fait comme Imagine travailler 40 heures semaine pour de l'approbation. Ouais, c'est ça, genre hey, t'as fait une bonne job cette semaine, félicitations, retourne à la maison, c'était ça ta paye. ça vaut pas cher. Puis tu veux que ça ait tout le temps une grosse valeur aux yeux de l'animal d'exécuter le regarde-moi quand tu entends le son. Parce que, encore une fois, si on revient dans le scénario dramatique où est-ce que je vois mon ennemi jurer au bord de la rue, si ça vaut pas grand-chose se retourner, le test devient un petit peu moins fiable, un petit peu moins bon. Parce que peut-être il sait c'est quoi, puis il prend juste volontairement la décision. Je suis comme, non, je veux pas ton approbation sociale en ce moment. Je veux juste comme, j'appelle pas l'autre chien. Oui, puis il faut se dire aussi que c'est une émotion forte. Donc, si j'ai vraiment peur pour mourir d'une araignée, puis qu'on m'a donné 5 sous les 2 premières fois, je suis pas sûre que ça a changé nécessairement l'association émotionnelle avec le déclencheur. Ouais. Il faut que ça soit plus fort. Ben, si on me donne 1 million puis j'en gagne vraiment souvent, là, je suis prête. Là, mon émotion, elle va changer. Ben, si tu me dis que c'est parce que l'araignée était là que j'ai reçu mon million, là, pitch-moi-en des araignées. Ah ouais. Alors. fait que ça, c'est des trucs concrets de thérapie comportementale qu'on peut apprendre à l'animal. T'en as-tu d'autres comme ça? Ben, moi, je trouve qu'avec son nom, puis le assis ou le bruit de bouche et tout, ça fait quand même 80% de la job. Sinon, on peut apprendre à l'animal à aller sur un tapis, à aller à une place en particulier parce que on va dire 2 animaux dans une maison, un chat, un chien, par exemple. On voit que le chat commence à être inconfortable parce que le chien s'énerve. Ben, si on est capable de diriger le chien à son tapis, ben, on gère un peu la distance entre les animaux. On lui a montré aussi que sur son tapis, il était calme, puis qu'il était payé, puis qu'il y avait des croquettes qui tombaient là. Fait que c'est une façon de gérer l'environnement, je trouve. À cela, je dirais, il faut avoir des tapis partout dans la maison. Oui, pour pas qu'ils doivent changer d'étage pour aller à son maudit tapis. Non, parce que ça ne marchera pas. C'est ça, c'est un peu trop loin. Fait que, des tapis, je pense que ça, c'est le grand classique. Sinon, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. On peut faire du target, donc faire toucher la main. Ah oui, chez les chiens, ça va tellement bien. Au lieu de dire « viens ici, près de moi », c'est « viens toucher ma main avec ton nez », c'est plus précis.
Puis ils sont vraiment meilleurs. Tu sais, le taux de succès il est vraiment, vraiment meilleur que le chien qui fait juste comme faire un petit ouh, je me suis rapproché puis je repars tout de suite après. Donc, c'est plus le fun, effectivement. Fait que ça peut toujours être appris aussi. Mais je pense que l'important, c'est savoir comment les utiliser en situation. Tu sais. Ouais. Par exemple, le grand classique, là, c'est la réactivité en laisse chez les chiens. Tu sais, les gens. Genre, je vois un autre chien, je vois une chirée, je vois quelqu'un, puis là, je tire, puis Puis là, puis je perds les pédales. Là. Ouais. Tu sais, l'exercice typique, là, c'est le propriétaire voit le chien à 300 mètres, une distance que, à la limite, on se dit que le chien ne réagira pas. Parce qu'il ne va pas aussi bien que nous autres, mettons. Mettons. Puis là, quand on le voit nous-mêmes, on lui dit son nom ou on attire son attention vers nous. Dès qu'il nous regarde, on dit « Yes, biscuit ». Après ça, on demande un assis. « Yes, biscuit ». Et après ça, on sac notre camp. Parce que qu'est-ce que ça fait si on passe, tu sais, on attendait que l'autre chien passe à côté de notre animal? Qu'est-ce qui conclut dans sa tête, Francis? Que, ben, c'est vraiment la prémisse, c'est réactivité. Fait que quand je vois l'autre chien, je ne suis pas super content puis ça me fait aboyer. Fait que si je m'assois puis j'attends, ben le chien va s'approcher de moi. Ouais. Fait que je vais être plus il est proche que moi, plus je suis tendu, moins j'aime ça. Ben en fait, je te punis même pour faire la bonne chose. C'est ça. M'asseoir, rester immobile, ça augmente les chances que le chien me saute d'en face. Exact. Selon ta perception de la réalité, là, tu sais. Oui, parce que tout est dramatique pour les chiens réactifs. On est dramatique. Donc, mais tu sais, il faut vraiment éviter ça. Donc, on lui demande de nous regarder un biscuit, on demande un assis, on lui donne un biscuit et on repart de l'autre côté pour l'éloigner. Tu sais, là, on va ramener les concepts d'entraînement, mais c'est du renforcement négatif. On va renforcer le assis pour lui permettre de sortir de la situation désagréable, tu sais. Donc, ça va être encore plus renforcé. Il ne faut absolument pas se dire je vais forcer ça. Fait au fur et à mesure qu'on fait cet exercice-là, on va se rendre compte que notre animal, ses signes de stress, on va les voir apparaître peut-être de plus en plus proches de l'autre chien. Oui, quand la distance va être plus courte. Ouais, oui, parce que c'est ça, statistiquement, il va s'être rien passé avec les autres animaux. À 300 mètres, ça va. À 250 mètres, ça va. 200 mètres, ça va. Puis ainsi de suite au fil de l'entraînement. Ultimement, là, après des semaines et des mois de travail, là, on va pouvoir se retirer peut-être de l'autre côté d'une voiture ou plus loin sur le terrain de quelqu'un. On traverse la rue quand il est du même bord de trottoir, on fait un petit détour. Puis on va demander un assis. Puis là, pendant le temps que l'autre animal passe, on va lui donner des croquettes dans la bouche aux secondes. Je veux pas qu'il ait dégluti sa première croquette puis que l'autre soit dans sa bouche. Genre, juste comme pour garder le focus, genre blablabla. Ah ouais, mange! Pendant que le chien passe, puis là... Exact. Ouais, je suis encore vivant, puis c'était super bon dans la bouche tout ce temps. M'étais-je trompé dans la perception du danger toutes ces années? C'est du chien. Fait que, ça va être avec une bonne dose de médication, une bonne préparation, un entraînement de ces outils-là, parce que les outils à l'entraînement, il faut qu'ils les apprennent avant que tu les utilises. Là. Ouais. Donc, on les apprenne, après ça, on les généralise, après ça, on les utilise dans les situations qui sont problèmes. Dans les faits, là, concrètement, tous ces apprentissages-là, ces petits trainings-là, il faut les faire quand même fréquemment. Genre, il faut les faire idéalement au quotidien, une fois par jour. T'sais, on fait une petite marche d'entraînement où est-ce que on est vigilant, on check s'il n'y a pas d'autres chiens, on voit un chien à une certaine distance, parfait, on fait le code avec le chien, gamme-moi, biscuit, assis, biscuit, vire de bord, parfait, puis ça, c'est des petits comme 5, 10, 15 minutes max par jour. Max, oui. Ben, tu sais, déjà, juste de l'apprendre dans son salon, là. Ouais, il faut commencer dans le salon pour qu'on soit sûr qu'ils connaissent. C'est le assis, le regarde-moi. Puis, tu sais, le assis, là, la façon super facile de le pratiquer, c'est juste d'attendre à côté de votre animal, qu'il mette ses fesses par terre, puis dès qu'il met ses fesses par terre, vous dites yes, puis donner un biscuit, de bouger d'un pas ou deux, puis là, il va vous suivre. Hein. Et là, vous allez voir le petit hamster qui va tourner dans sa tête, il faut comme, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis il va réessayer de s'asseoir, puis il va gagner des biscuits. On veut des assis automatiques, que quand il se pose une question, il s'assoit. Okay? Fait qu'on ne veut pas qu'on lui dise assis nécessairement pendant qu'on l'entraîne. Quand on est en thérapie, quand on doit intervenir, là, on triche. Là, on dit, tu te rappelles qu'il faudrait que tu t'assoies? Ah, c'est vrai. C'est prêt pour m'asseoir. Donc, de faire ça dans la maison, c'est, comme tu as dit, les sessions d'entraînement, là, au-delà de 5 minutes pour un animal, puis je dirais 2-3 minutes pour un chat. Ouais. C'est long, là. Fait qu'il faut que ça soit un... On répète les mêmes maudits mouvements. Fait que c'est
tu règles la bouffe. Fait il y a faim, mais jusqu'à une certaine limite. Il y en a qui n'ont vraiment pas de faim, certains chiens, mais la plupart du temps, à un moment donné, c'est comme OK, j'ai plus faim. Gars, j'ai soif, là, c'est salé. Puis il y en a qui sont gars, je suis tanné de m'asseoir, maudite affaire. Là, ça fait comme 10 fois je le fais consécutif. Peux-tu faire autre chose? Oui, puis les jeux, vu que c'est un jeu, l'entraînement, il faut vraiment que ça reste le fun. Parce que si ça descend de funitude, c'est un nouveau mot, oui, je le connais. La prochaine fois qu'on va vouloir le refaire, il va avoir moins de motivation. C'est comme ce maudit jeu plate-là qu'on a fait hier. Exact, comme le Monopoly. On a tous joué au Monopoly, puis Colin, ça finit que c'est pas le fun. C'est pas vraiment quelqu'un qui gagne. C'est pas vraiment... Yes, fin de Monopoly sur c'est comme enfin soulagement, nous avons fini Monopoly. Ben exact, fait que ça te tente pas de rejouer au Monopoly, là, finalement. La fois d'après, on joue à Monopoly? Non, merci. Des petites sessions courtes, comme tu as dit, fréquemment, parce que tu vas avoir, au niveau neuronal, ça va aider à faire l'apprentissage. Mais je reviens, le plus simple, c'est faire de la gestion. Après ça, si vous êtes capable de le travailler dans la maison, puis une fois de temps en temps dehors, en situation, je pense que c'est le combo gagnant. Il ne faut pas dire « Aujourd'hui, on s'en va proche du parc à chiens et puis on pratique ». C'est pas une bonne idée. Non, tu fais ton entraînement, tu dis « Aujourd'hui, je vais aller pratiquer à une bonne distance du parc à chiens, ou dans mon quartier. Et d'ici le prochain entraînement, je m'arrange à ce que rien ne se passe tout croche, qu'il ne soit pas exposé à d'autres chiens, que la situation, juste ton environnement, là, je préviens les déclencheurs, on fait la session d'entraînement et on recommence à la prévention. Puis si tu es capable de faire des sessions d'entraînement une fois par jour, c'est super! Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à aller au gym, du genre, je veux un jour être capable de lever 200 livres avec mon bras droit. Fait que... Je ne vais pas commencer avec des 200 livres, je vais commencer avec des petits 2 livres parce que je ne suis pas fort. Fait que je prends mon petit 2 livres, je fais mes reps, je fais 3 séries de 10 reps. Puis demain, je vais faire ça à peut-être du 3 livres avec 10 reps. Puis peut-être je vais me garder mon 3 livres, je vais faire 4 reps de 10 reps x 3, en tout cas, peu importe. Fait que, il y a une gradation là-dedans. En fait. C'est ça, c'est petit peu par petit peu qu'un jour, peut-être, je vais lever 200 livres avec mon bras. Puis tu sais, ce qui était dit souvent en consultation, en comportement, c'est il ne va pas être sevré souvent de sa médication très, très rapidement. Puis ça, c'est pour laisser le temps à la thérapie de faire son nouveau chemin dans la tête, puis que ce nouveau chemin-là devienne le chemin le plus confortable à prendre et le plus facile. Donc, on comprend là-dedans que c'est quand même un travail de longue haleine. Épuisez-vous pas au début, parce que sinon, vous n'allez pas continuer. Ouais, parce que même l'humain va faire comme c'est le temps de faire l'entraînement, c'est le temps de jouer au Monopoly. Fait que même l'humain, je veux dire, notre notion d'apprentissage s'applique très bien là-dedans. Là. Tout à fait. Fait que, de faire petit peu par petit peu, de garder ça le fun. Colin, c'est le fun d'entraîner un animal. C'est le fun de voir quand il comprend ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on veut. Fait que c'est aussi un moment comme pour bâtir une bonne relation. Puis avec ton propre animal, c'est ça en plus. Il faut que tu aies ton fun avec ton animal. Il faut que tu aies du plaisir à le voir évoluer, à le voir grandir, à le voir s'améliorer. Tu sais. Puis l'accompagner aussi dans tout ça. Parce que quand c'est le temps de faire de la thérapie comportementale, dans beaucoup de fois, l'animal, tu sais, il me dérange parce qu'il jappe. Si on est empathique, pauvre chien, il vit de l'anxiété. Il n'est pas bien. C'est pour ça qu'il jappe. C'est comme ça me tente un peu des fois dans le milieu vétérinaire. Là, les gens, des fois, ils s'attardent vraiment beaucoup aux symptômes puis à eux, comment ils vivent ça. Je lis entre les lignes, j'essaie de lire les sous-titres de leurs mots, mais tu sais, mon chien, il a de la diarrhée depuis 1 semaine. Fait que là, je suis comme pauvre chien. Mais c'est assez tannant à ramasser. Je suis comme pauvre chien, mais il doit avoir le péteux en feu, il doit avoir des crampes, il doit avoir mal au ventre. Je comprends que c'est désagréable pour toi de le ramasser. Je veux dire, je compatis, mais la victime, c'est pas toi, c'est ton chien. Un peu de compassion. Fait qu'il y a ça aussi. Ou quand il jappe, tu sais, la même chose quand un chien panique, là, puis le nombre de fois qu'on a vu des personnes tenir les museaux des chiens. Ouais, pour genre, tais-toi, je veux que t'arrêtes de japper. Je pense que je vais mourir. Je pense que je vais mourir, puis tout ce que tu me fais, c'est que tu me mets ta main dans sa bouche pour pas que je crie. C'est comme si un bébé qui pleurait, on faisait, c'est comme tout. Mais non, pour un bébé, il me semble qu'on a plus la réaction de qu'est-ce qui se passe. T'as couché, tu pleines, t'as-tu soif, t'as-tu faim, ça pue-tu? Répondre à ton besoin tout de suite. Exact. Mais pour les chiens, on prend comme si c'était une action qui était comme contre nous. Ouais. Non, il est en panique.
Puis dans le domaine de la santé mentale, là, perception is reality. Ouais. Chaque individu a une perception de la réalité qui lui est propre. Puis elle est possiblement fausse, tu comprends? C'est pas vrai qu'il va mourir là, parce qu'il prend sa marche puis qu'il croise un shih tzu, tu sais. C'est pas vrai. Tu sais, les personnes, je sais pas, ma blonde, mettons, qui a peur des araignées. Puis moi, je dis, ben là, il n'y a rien là, bébé, hein, c'est juste des araignées. Mais pour elle, c'est réel. Pour elle, une araignée, c'est danger. Je ne pourrais jamais la convaincre en lui disant, ben non, il n'y a rien là. Ben ça, ou genre, une personne qui entend des voix, ouais, elle les entend. Ils n'existent pas, mais elle les entend. Donc, on ne peut pas faire fi de ça. Donc, comment ils perçoivent le monde, c'est avec ça qu'on doit s'adapter, puis être empathique avec ça. Donc, tu as extrêmement peur des chiens, je te comprends. Je te dis pas, tu n'as pas raison. Tu n'as pas de raison d'entendre des voix. Ça ne fait pas de sens, tu sais. Je te comprends, mais que dirais-tu de ça maintenant? Oui, c'est ça. Mais que penses-tu de 1000 $? Ah, tu vois le chien. Que penses-tu de 1000 $? Ah! Donc, en bref, je pense que c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une partie importante quand on fait face à un trouble du comportement de maladie mentale. Ça peut être aussi utilisé pour tout et rien, là, les assis, puis reconnaître son nom ou nous regarder quand on fait le petit bruit. C'est hyper utile dans toutes les situations de la vie. Ouais. C'est pour comme 100% des chiens, puis il y a genre 10% des chiens qui ont des troubles de santé mentale. Qui sont diagnostiqués. Qui sont diagnostiqués en plus, tu sais. Il y en a moins que ça. Fait que c'est pas des choses qui demandent un diplôme de 3e cycle en entraînement d'animaux, là. C'est un assis puis un look, un regarde-moi. Ça s'entraîne hyper facile pour tout le monde. C'est pas je vais y faire conduire une voiture. T'as déjà vu le chien qui conduisait une voiture? Ouais, ça me dit quelque chose. Il avait un peu adapté le milieu, le volant puis tout. Là, il avait un peu adapté ça pour que le chien puisse le mordre ou le... On n'est pas là, tu sais, mais non. On est capable de faire ça, ça existe. Il y a même des rats qui conduisaient des propres petits... Oui, je les ai vus, ceux-là! des petits véhicules motorisés. Donc, si vous cherchez ça sur les interwebs, vous allez le trouver, là, un chien qui conduit ou rat qui conduit des voitures, c'est super drôle. Fait que, tu sais, il y a plein... Il y a plusieurs niveaux dans l'entraînement, là, ce que le assis puis reconnaître son nom, c'est vraiment de base. Puis ça, c'est disponible pour tout le monde. Puis en tout temps, on peut les utiliser pour autres problèmes. Notre chien, il entend un gros bruit, puis vous voyez qu'il fixe la porte d'où vient le bruit. Il se pose une question, donnez-lui la réponse. Le bruit, ça goûte bon. C'est pas être synesthésiste, ça? Oui, rendez-les synesthésiques, nos animaux. Ah, les sons, ils goûtent bon, wow! Ben oui, non, c'est ça, quand on a un animal qui se pose une question, là, pour vrai, c'est ça notre cue. Si vous voyez qu'il se pose une question, appelez-le, faites, il va vous regarder, puis tu vas faire, hey, bravo, tu as fait la bonne action. Quand tu entends un bruit, regarde-moi, je te donne un bruit. Donc ça... C'est hot. Ça boucle la boucle vraiment bien. Puis, mais par rapport à la thérapie comportementale, mettons là, l'animal, là, il a appris, dans les contextes qui étaient problématiques, il a appris, il fait le bon comportement, ses émotions sont gérées et tout. Mettons qu'il était sur médication. On avait dit la médication, sa job, c'est de permettre à l'animal d'être en capacité d'apprendre, de ne plus être comme tellement bouleversé par ses émotions que, tu sais, il n'y a plus de son, plus de lumière qui rentre. Qu'est-ce qu'on fait avec la médication? Rendu là. Ben, en général, je pense que les vétérinaires traitants, ils calculent à quel point... Ben, je pense qu'il y a des maladies qui n'enlèvent pas la médication, là. Dépendamment. Là. Sinon, dépendamment de comment ça va, si c'est comme super bien, la thérapie est top shape, ça peut être évalué entre le vétérinaire et le client, à savoir est-ce qu'on se sent confortable de baisser, de sevrer un petit peu. Des fois, ce n'est que trouver la dose à la plus petite possible à laquelle tout va encore bien. Oui, c'est ça. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'on essaie de sevrer, il ne faut juste pas avoir de récurrence là, des comportements. On ne veut pas que ça réémerge, que ça recommence comme c'était avant. Pour s'assurer que tous nos apprentissages aient collé, en fait. Parce qu'on se pose la question, parfait, mettons que tu as appris chien, si je t'enlève la béquille, est-ce que tu es capable de marcher encore?
Si la réponse c'est non, on va t'ardonner, puis on va rester comme ça. Peut-être on essaiera plus tard ou on va te laisser. Parce que tu fonctionnes bien de ta béquille. Tu as le droit d'avoir ta béquille. Ça, puis moi, ce que je disais souvent, c'est qu'il n'y a pas de gloire à réussir sans médication. Okay? Ouais. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin de la médication. C'est pas négatif. Tu n'es pas meilleur parce que tu as réussi à te sortir de ta dépression sans médication. Il n'y a pas de victoire là. Ça prend juste plus struggler que tout le monde. Oui, puis on le fait pas pour toutes les autres. Comme dans le diabète, moi, bravo, t'as plus d'insuline, c'est ça? Ça, ou genre, toi puis moi, on porte des lunettes. Bravo, tu mets pas tes lunettes, tu forces des yeux. Tu forces des yeux, wow! J'en ai pas besoin de lunettes, tu forces des yeux, tu sais. Le pire des pires, c'est hey, bravo, hein, t'as pas mis tes semelles orthopédiques aujourd'hui. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Là. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de challenge d'ego à avoir sur... Le but, c'est juste qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il y en ait le moins possible. Puis que ça soit le plus facile pour l'animal, tu sais, de réussir. Il n'y a pas à forcer plus que les autres. Il n'y a pas à... C'est comme un enfant qu'on dit « Non, tu n'auras pas de lunettes, tu vas te forcer! » Ouais. C'est pas fair! C'est vrai qu'il y a vraiment des préjugés là-dedans, du genre... justement, je sais pas, un enfant qui aurait un TDAH, tu sais, TDAH, puis là, on se dit, ben non, t'as pas besoin de médicaments, puis tu sais, il force, puis là, il y a des 90 dans ses notes, il est super bon, mais on pourrait se dire que probablement que pour le même niveau d'effort qu'il a mis, s'il avait eu sa petite béquille, s'il avait eu de l'aide, il aurait peut-être eu des 100%. Il aurait trouvé le... Ou il aurait eu des 90 avec beaucoup moins d'efforts. Puis l'effort, il ne faut pas voir ça de façon péjorative. Non, c'est sûr. C'est pas bien d'avoir fait plus d'efforts, parce que tu as un... Peut-être qu'il a vécu beaucoup d'anxiété ou qu'il a vécu beaucoup de souffrance. Clairement, puis c'est pas fair. C'est juste pas fair. Puis il y a un beau livre là-dessus qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Où est-ce qu'ils font la comparaison avec le TDAH puis la médication, puis quelqu'un qui a des troubles de vision puis qui a besoin de lunettes. Parce que c'est comme si les yeux, c'est logique. Ouais, c'est neutre. Que tu as besoin de correction de la vue ou pas, on va pas faire comme... Mais tu as besoin de neurotransmetteurs parce que tu n'en produis pas. Là, on dit de te forcer. Ça n'a aucun sens. Fait que bref, tout pour que ça soit plus facile pour l'animal. Puis on sait les effets à long terme du stress sur l'organisme sont possiblement beaucoup plus grands que l'effet de la médication pour un traitement comme ça. Oui, mais tu sais, c'est ça. Si les gens ont des inquiétudes par rapport à ça, la meilleure affaire, c'est juste d'ouvertement avoir une discussion avec votre professionnel de la santé, votre vétérinaire. Présentez vos inquiétudes, ça va lui faire plaisir, j'en ai aucun doute, de vous répondre, de vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour faire un choix éclairé. C'est ça notre job. C'est un peu ça ce qu'on fait ici, ce qu'on a fait aujourd'hui pour la thérapie comportementale, vous donner plus d'infos possibles pour que vous puissiez faire une opinion plus éclairée ou prendre des décisions plus éclairées si vous vivez. Peut-être que ça a allumé une petite chose comme dans « Oups, là, mon animal... il a l'air ouais, peut-être que... Ou peut-être que j'utilise des techniques que je devrais arrêter ou je devrais améliorer. » Oui. Fait que on espère que ça a été un petit peu au moins intéressant. Moi, j'ai été contente de jaser avec toi, Francis. Pareillement, comme d'habitude, hein? Fait qu'on se retrouve bientôt, j'imagine. On se revoit pour un autre épisode, clairement. Okay. Bon, ben, bye! Bye!